j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour vous parler de la triste disparition de Hubert Boiron. L'affaire Hubert Boiron, qui a eu lieu en Corse à l'automne 2013, est une de ces affaires de disparition dites très mystérieuses, qui surviennent à l'improviste, sans qu'on s'y attende, et qui met l'entourage du disparu dans une situation plus qu'inquiétante. Nous sommes le mercredi 18 septembre 2013. À cette date, Hubert Boiron, qui est un retraité isérois encore actif, participe à un voyage touristique d'une semaine, soit du 16 au 23 septembre, organisé sur l'île de Beauté, consistant en un tour complet de l'île. Et ce jour-là, après avoir visité Calvi l'avant-veille et les magnifiques calanques de Piana la veille, ils sont à Ajaccio, préfecture de région pour la journée. Hubert Boiron est accompagné de son épouse Arlette et de 47 autres membres de ce club de retraités. Hubert et Arlette, originaires d'Ormacieux, petite commune de l'Isère, veulent fêter leurs noces d'or. En effet, il y a 50 ans maintenant, ils avaient choisi d'unir leurs destinées. Ancien producteur laitier, Hubert ne fait pas son âge, jouit d'une excellente condition physique et intellectuelle qui, selon tous ceux qui le connaissent, force l'admiration. C'est leur premier voyage hors métropole. À 14 heures, après un déjeuner typique et local, ils ont droit à la visite guidée de la tour de la Parata, située à 12 km à l'ouest de la cité de Napoléon. Puis reviennent vers le cœur de ville où le périple se poursuit à leur rythme. Visite de la grotte de l'Empereur et passage par la maison Bonaparte, une étape incontournable pour tout visiteur et touriste ajacéen. Ces deux visites ont beaucoup marqué le couple Boiron, qui s'est montré très intéressé. Vers 18 heures, l'après-midi mourant gentiment sous un soleil généreux, le groupe de retraités se dirige tranquillement vers la gare routière d'Ajaccio, distante d'environ 650 mètres, soit à environ 10 minutes de marche paisible. Guère plus. Les retraités marchent en file indienne, sur le trottoir, assez peu large à cet endroit, et il se trouve que Hubert Boiron ferme la marche. Et c'est là que tout le drame se joue. Quand ils atteignent leur bus, garé comme prévu à son emplacement à la gare routière, prêt à les amener à leur hôtel pour le dîner et la nuit à venir, Arlette se rend compte que son époux ne la suit plus. Elle revient aussitôt sur ses pas, à marche rapide, regarde autour d'elle, revient à la maison Bonaparte, dernier lieu de visite prévu, où elle avait côtoyé son époux, mais ne trouvait rien ni personne. Tout au plus un quart d'heure s'est-il passé depuis. Hubert Boiron ne connaît ni le nom ni la localisation de l'hôtel où ils sont attendus ce soir. Par commodité et comme convenu entre eux, c'est son épouse Arlette qui détient le programme. Il a sa carte d'identité sur lui et dispose de 50 €. Il est vêtu d'un pantalon de toile de couleur grise, d'un polo rose et d'un pull vert bordeaux. Il n'a pas de téléphone portable, ni d'autres moyens de paiement sur lui. Hubert Boiron n'est pas un homme à déranger les gens. Tous les membres de sa famille contactés le confirmeront. Son état de santé jugé bon lui permet de faire de grandes marches sans aucun souci, même si, l'âge aidant, il est légèrement voûté. Et à Ajaccio, ce soir-là, le climat est encore doux et agréable. Hubert Boiron aurait-il erré longuement ce soir-là dans les rues d'Ajaccio, en étant parti de la maison Bonaparte? A-t-il, pour une raison ou une autre, encore inconnue, perdu le contact avec le groupe dont il fermait la marche? Pourquoi, s'il était perdu, n'a-t-il pas sollicité d'aide extérieure, ce qui était possible dans un commerce bordant l'itinéraire? Un chauffeur de car, un touriste, car ils étaient nombreux ce soir-là aux alentours. 2 agents de sécurité en fonction à la gare maritime et routière sont persuadés, une fois contactés et interrogés, d'avoir vu Hubert Boiron ce soir-là. Il n'apparaissait pas fatigué ou anxieux, car sinon ils auraient avisé les sapeurs-pompiers.
C'est tout à fait dans leurs prérogatives et cela leur arrive quand même assez régulièrement au vu de la foule de touristes déambulant dans ce secteur touristique. Notons qu'à la même heure, et par pure coïncidence, le groupe de retraités dîne dans un restaurant, le Bel Mézère, situé à environ 700 mètres de là. Lorsqu'un peu plus tard, Arlette Boiron, très inquiète et désemparée, se résout finalement à signaler la disparition de son époux aux forces de police. Un important dispositif de sécurité et de recherche se met aussitôt en branle. Des équipes cynophiles ratissent le secteur piétonnier et la zone de la gare routière. Des patrouilles pédestres sillonnent les petites rues, le port, les 2 gares routières et maritimes. Les commerçants sont interrogés, mais rien n'y fait. Aucune trace de Hubert Boiron n'est révélée. Une des 60 caméras de vidéoprotection de la ville le montre bien à 17h30, quittant la maison Bonaparte par une petite rue avec l'ensemble du groupe. Ensuite, de façon fort logique et dans une espèce de marche en avant, le menant vers le car qui attend, il doit emprunter le boulevard du Roi Jérôme, qui va vers la gare routière. Là, il échappe aux caméras. Essentiellement centré alors, il est vrai, sur l'hypercentre ajacéen. On ne le reverra plus, ni le soir même, ni jour suivant, malgré d'intenses visionnages répétitifs. Les autocaristes présents sur l'île de Beauté sont tous vus et interrogés. Il arrive que des touristes se trompent de car. Ils sont alors vite repérés et guidés vers le bon véhicule. Les autocaristes se connaissent tous de surcroît et échangent beaucoup lors de longues pauses où ils attendent les groupes qu'ils transportent. Surtout que les occupants de ces cars ne sont pas des passagers anonymes, mais presque toujours des groupes de voyage organisés et structurés, ce qui rend la tâche a priori aisée, et ils ont l'habitude. Un hélicoptère survolera à plusieurs reprises la zone de disparition, pas très grande somme toute, même si on l'élargit ensuite. Des plongeurs sonderont le port tout proche, notamment aux abords des quais de la citadelle à l'Amirauté, lieu fort prisé des promeneurs, au cas où Hubert Boiron se serait aventuré par là. Mais là, non plus rien. Dès le lendemain, les recherches sont élargies par cercles successifs aux alentours d'Ajaccio. Un témoignage relevé indiquera que l'homme aurait été vu à Pratavone, village distant de 46 km plus au sud de la préfecture. Mais au final, ce témoignage non corroboré, comme plusieurs autres d'ailleurs, ne se révélera pas probant et ne donnera rien de nouveau. Le mystère restera entier et plombera d'évidence ce voyage de retraité. Et malheureusement, il faut bien rentrer. 1 an passe sans que rien ne vienne redonner de l'espoir aux proches d'Hubert Boiron, chez eux en Isère. La famille porte d'ailleurs plainte auprès du parquet local pour que l'affaire ne soit pas close trop rapidement et que les recherches puissent se poursuivre plus avant. Ils s'investissent eux-mêmes d'arrache-pied dans cette tâche, se rendent plusieurs fois sur les lieux, arpentent inlassablement les rues empruntées par le couple Boiron ce mercredi-là, questionnent à tout va, interrogent, se renseignent sur les heures d'ouverture et de fermeture des musées, commerces, cafés, consultent ces mêmes commerçants, les professionnels du port aussi. C'est certes beaucoup de travail, mais cela reste tout de même à taille d'une ville de 70 000 habitants. Bref, ils s'accrochent au moindre espoir, mais à chaque fois, ils repartent déçus et amers. Ils demandent également par voie de communiqué aux touristes ayant visité Ajaccio le jour de la disparition d'Hubert de bien vouloir vérifier leur photographie, au cas où il aurait été pris à son insu sur un cliché, une image ou une photographie, mais le miracle n'aura pas lieu. L'enquête, elle se poursuit selon des voies parallèles et des errements classiques et éprouvés. D'autres témoins sont entendus. Tous les premiers témoins sont réentendus,
au cas où il se remémorerait quelque chose, se souviendrait d'un détail, même infime, d'une anecdote. Des investigations et ratissages sont menés tout azimut une seconde fois. Petit à petit, toutes les pistes étudiées au départ sont refermées l'une après l'autre, faute d'éléments probants, ou justement par apparition d'éléments incohérents. La disparition volontaire qui, dès le départ, n'avait guère de sens. La fin de vie qui est dans la même logique d'absurdité. L'enlèvement crapuleux non plus. Le malaise sur la voie publique est également écarté après des vérifications très minutieuses. L'erreur de bus, dont on se serait forcément aperçu très vite le jour même, comme la montée sur l'un des bateaux à quai, entreprise par Hubert Boiron, par curiosité et par erreur, mais sans raison fondée. Et c'est bien la piste de la noyade accidentelle qui, au fil du temps, s'impose et devient celle qui reste, hélas, privilégiée par les enquêteurs. La famille n'y croit pas, ou ne se résout pas à l'accepter, mais force est de constater qu'aucune autre piste ne la supplante, concrètement et avec une réelle force de conviction. De nouvelles plongées cadencées sont organisées dans le port même, au plus près des quais et des embarcadères des grands navires, ainsi que plus loin dans le golfe d'Ajaccio. Mais là encore, rien. Aucun corps n'est localisé ni repêché. La déception est grande, tant pour les proches que pour les enquêteurs frustrés. En 2018, soit 5 ans après la disparition d'Hubert Boiron, l'affaire ayant depuis été close par le parquet corse, faute hélas d'éléments concrets susceptibles de servir à la manifestation de la vérité, la petite fille d'Hubert Boiron, Laetitia Boiron, qui a aussi repris l'exploitation familiale depuis et qui, rappelons-le, s'était fortement mobilisée et engagée dès la première heure de disparition de son grand-père, refuse encore et toujours de baisser les bras, d'accepter la fatalité et surtout de ne pas savoir. Elle ne comprend pas comment son grand-père, un homme fort, sain d'esprit et de corps, alerte, marchant bien, sans troubles cognitifs, sans intention dépressive, voire mettre fin à ses jours, très attentionné, avec son épouse Arlette, après 50 ans de vie commune, a-t-il pu disparaître ainsi, en une seconde, lors d'un voyage en Corse ? Depuis le jour de sa disparition mystérieuse, Hubert Boiron n'a jamais donné le moindre signe de vie. Pas d'achat signalé, pas le moindre coup de téléphone donné, pas d'appel à l'aide, pas d'hospitalisation non plus qui n'ait été répertorié et tracé, pas d'accident de la voie publique où il aurait été impliqué et victime, pas de trace d'un éventuel voyage démarré puis avorté, pas de découverte de corps non identifiés qui puissent coller avec l'homme, rien. Les proches d'Hubert Boiron et surtout sa petite-fille reprennent une à une les pistes envisagées pour tenter d'y voir clair. Sait-on jamais, car on devine que le diable se cache trop souvent dans les détails. Cette piste a été vite abandonnée par les enquêteurs, après vérification. Hubert Boiron était habillé en simple touriste, ne portait pas de bijoux ou de montres de luxe, possédait tout juste 50 € sur lui, enfoui dans sa poche d'ailleurs, et même pas de sacoche avec lui. Et si la criminalité existe certes à Ajaccio, comme partout ailleurs, le respect des anciens est ici plus qu'ailleurs une valeur sacrée. D'ailleurs, les commerçants, qui ont tous ce pignon sur rue dans ce secteur, fort animé, les hôpitaux, les pharmacies, les sapeurs-pompiers, les urgentistes du SAMU et du centre hospitalier, les policiers nationaux et municipaux, les gendarmes des unités périphériques, les cafetiers dont les terrasses étaient pleines ce soir-là, n'apportent aucune trace allant dans ce sens. La piste du départ volontaire est toujours étudiée dans ces cas-là, par obligation professionnelle et réflexe d'enquêteur. Elle ne tient guère, et ce, dès le départ.
Pourquoi Hubert Boiron aurait-il décidé de partir seul, de refaire sa vie, volontairement, tout à coup, à Ajaccio, loin de chez lui, sans argent ni moyen de communication sur lui? À son âge et avec son expérience d'homme avisé et qui avait déjà vécu, il aurait eu 1000 occasions de le faire, très probablement ailleurs et sûrement autrement. Et il ne serait sans doute pas parti en voyage de noces d'or en Corse avec son épouse et un groupe d'amis retraités qui tous se connaissaient bien et depuis longtemps. La ficelle décidément était bien trop grosse. Malheureusement, là aussi, on ne peut pas passer à côté si l'on enquête sur ce genre de mystère. Mais le caractère d'Hubert Boiron ne s'y prêtait nullement, ni là, ni même auparavant. Là aussi, vu son âge d'alors et son expérience de la vie, 1000 autres occasions se seraient déjà présentées à lui. Il n'avait aucun mobile avéré, si tant est qu'il aurait voulu attenter à ses jours. Et pourquoi alors serait-il parti de chez lui, à 82 ans, si loin de sa région d'installation, en voyage organisé avec des amis qui le connaissaient tous, de surcroît lors d'une fête avec son épouse, pour disparaître anonymement et volontairement, sans aucune raison affichée, le soir du 3e jour de voyage, au coin d'une rue, sans témoignage, sans écrit d'adieu, sans mobile. Cela ne colle pas avec cette thèse et de son implication générale dans ces cas-là. La piste de l'enlèvement crapuleux. Certes farfelue au départ, les enquêteurs se devaient de l'étudier. Mais elle aussi a très vite été abandonnée, faute de pouvoir être étayée. Hubert Boiron était un grand inconnu, comme des millions de touristes totalement anonymes, serpentant sans but précis dans les rues d'Ajaccio en haute saison, sans fortune apparente ou cachée. Il n'y a pas eu de demande de rançon, de message quelconque de revendication en la matière. En outre, son grand âge ne facilite guère l'hypothèse d'un rapt, fuse par des amateurs ou des pieds nickelés. La vidéoprotection ne montre d'ailleurs rien sur les images, celles qui sont visibles du moins, qui aillent dans ce sens. Et hors problème lié à l'insularité et à l'autonomie de l'île, ces enlèvements restent exceptionnels sur l'île. La piste de la noyade accidentelle, c'est la piste privilégiée retenue désormais par les enquêteurs, après mise entre parenthèses et extinction de toutes les autres pistes. Mais là aussi, quelques questions demeurent et perdurent dans le temps. Personne, ce soir-là, n'a vu, à cette heure de fréquentation importante, un homme âgé tombé à l'eau, se débattre peut-être, appeler au secours, nager, au pire couler. Et pourquoi le corps n'est-il pas remonté de lui-même après quelques jours d'immersion dans l'eau? S'il est vrai que, selon la médecine et la science, l'immense majorité des corps remontent au bout d'un certain temps, là rien. Le golfe d'Ajaccio et le port sont des endroits très fréquentés toute l'année, et il est déraisonnable de penser que personne, même au bout de plusieurs semaines ou plusieurs mois, n'ait pas vu ce corps dériver et flotter si tel avait été le cas. De très nombreux plaisanciers et pêcheurs vont et viennent, à vitesse réduite toujours, entre le port et le golfe, puis la haute mer. Des ferrys sillonnent régulièrement, plusieurs fois par jour, la route maritime, menant vers la métropole. Des bateaux de croisiéristes occasionnels partent des quais et y reviennent 2 à 3 fois par jour, à tout le moins. Il y a aussi des plongeurs dès la sortie du port dans le golfe, des sportifs aussi. Bref, il y a un monde fou dans ces lieux. Et personne, jamais, n'aurait vu ou remarqué quelque chose? C'est peu pensable.
la piste du ferry où il aurait embarqué volontairement ou par erreur. Cette thèse a été mise en avant, à un moment donné, par le témoignage de quelqu'un qui a été entendu et qui l'aurait vu tenter de monter à bord d'un ferry, mais se faire refouler peu de temps après au vu d'un titre de transport non validé. Mais était-ce lui ? Et pourquoi diable Hubert Boiron, sur un brusque coup de tête, serait-il reparti en métropole tout d'un coup ce soir-là ? Il n'y a là qu'un seul témoignage allant dans ce sens. Les employés de la société de transport Corsica Ferry, dont le terminal se situe à moins de 200 mètres de la gare routière, ont bien sûr tous été vus, contactés, entendus. Il avait juste la somme nécessaire pour faire ce voyage, mais en débarquant, il aurait été remarqué et intercepté à coup sûr. Car ces lignes de ferry sont connues, elles sont régulières, partant et arrivant à heure fixe, partant et accostant au même quai et sont toujours surveillées. Un homme seul, âgé, en déshérence peut-être, aurait vite attiré l'attention des personnels et des touristes, car les rotations se faisaient encore à ces dates-là à bateau plein. La piste d'un enlèvement crapuleux par une société secrète ou une secte. Cette piste a également été étudiée, enquête obligeant, même si elle paraît plutôt farfelue et utopique. On a bien parlé d'enlèvement organisé, surtout depuis l'Italie, mais aussi des pays des Balkans, d'êtres humains en vue de prélever leurs organes et de les revendre à l'issue. Pourquoi pas, même si cette thèse repose sur beaucoup de fantasmes, d'exagérations quant au volume et sommes financières engagées, et sur certaines idées préconçues. De surcroît, plusieurs doutes très forts subsistent dans cette affaire. Hubert Boiron était fort âgé, et malgré sa bonne condition physique, cela transparaissait quand même dans sa stature générale. Il n'y a aucun intérêt à enlever un vieux monsieur pour prélever ses organes. Cela serait contre toute logique. Enlever une personne, en l'occurrence un homme qui apparaît comme costaud, mûr, en pleine rue, en zone semi-piétonne très fréquentée, qui plus est à l'heure de pointe des visites des touristes, dans une cité très prisée, sans itinéraire de repli prévu d'avance, relève d'une vraie gageure. Tant de lieux plus isolés, plus tranquilles, bien plus retirés et de moments différents de la journée se prêteraient tellement mieux à ce scénario digne d'une très mauvaise série. Quand bien même ce serait le cas, il aurait été le tout premier et jusqu'à ce jour le seul et dernier à être victime de telles pratiques, que ce soit à Ajaccio, mais aussi dans d'autres ports corses, méditerranéens ou ailleurs. Un cas unique qui, rappelons-le, ne colle nullement avec son âge avancé. Les polices nationales, les structures européennes de police et de justice et Interpol suivent de très près et en permanence, en s'adaptant vite et constamment, ces agissements criminels et n'ont relevé à ce jour aucun lien apparenté avec la Corse, le tourisme et l'insularité, car il est toujours plus compliqué de quitter une île surveillée. De surcroît, on aurait fort logiquement dû retrouver, un jour ou l'autre, le corps d'Hubert Boiron, sans doute mutilé, abandonné quelque part, car ces réseaux parfaitement organisés ne gardent jamais les corps, porteurs de trop nombreuses traces d'identification possibles. Mais là encore, rien, ni en France, ni en Italie, toute proche, ne corrobore à ce jour cette piste. À ce jour, presque 13 ans après les faits, l'affaire Hubert Boiron reste un mystère entier pour tout le monde. Jamais quelqu'un n'a su, à ce jour, expliquer de façon rationnelle, fait à l'appui, la disparition inopinée, subite, inattendue de cet homme en pleine rue touristique d'Ajaccio,
ou à proximité immédiate alors qu'il est à peine 17h30, lors d'une belle soirée de septembre, délaissant toute affaire et laissant son groupe d'amis et son épouse à laquelle il tient très fort. C'est la fin de cette vidéo et de cette douloureuse disparition. Je souhaite énormément de courage à sa famille et j'espère qu'un jour elle saura ce qui est arrivé à Hubert Boiron. Pour ma part, je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et surtout prenez soin de vous.